L'après-midi s'écoulait dans un silence inquiétant. La forêt, dense et impénétrable, avalait chaque bruit comme si elle voulait protéger les secrets les plus sombres. La petite fille blonde avançait en tenant la main de l'homme qui marchait devant elle, sans comprendre pourquoi ses pas étaient si pressés, ni pourquoi son regard évitait le sien. Elle ne savait pas encore que cet homme, le nouveau compagnon de sa mère, la conduisait vers un destin cruel. Pour lui, cet enfant n'était qu'un obstacle, un souvenir vivant du passé qu'il voulait effacer. Chaque fois qu'il regardait cette petite avec ses cheveux dorés et ses yeux innocents, il ressentait une rage sourde, une jalousie irrationnelle qui le consumait de l'intérieur. La fillette, elle, ne comprenait rien à cette hostilité. Elle n'avait que quelques années, et son univers se limitait à des moments simples. Le sourire de sa mère biologique, les câlins rares mais précieux, les histoires racontées avant de dormir. Sa mère biologique, une femme blonde au regard tendre, avait été arrachée de sa vie par des circonstances qu'elle ne pouvait contrôler. La petite ne comprenait pas pourquoi elle était partie, mais elle gardait son image gravée dans son cœur comme un trésor sacré. Maintenant, elle vivait avec cet homme froid et distant, et avec sa nouvelle compagne, une femme qui la regardait toujours avec méfiance. La fillette essayait d'être sage, de ne pas faire de bruit, de ne pas déranger, mais rien ne semblait suffisant. Chaque jour, elle sentait le poids de ce rejet silencieux, comme si sa simple existence était une faute. Ce jour-là, l'homme lui avait dit qu'ils allaient faire une promenade. Elle avait été surprise, presque heureuse. Peut-être qu'il voulait enfin passer du temps avec elle, apprendre à la connaître. Elle avait enfilé ses petites chaussures usées et l'avait suivi avec un espoir naïf. Mais au fur et à mesure qu'ils s'enfoncèrent dans la forêt, la fillette commençait à sentir une angoisse inexplicable. Les arbres devenaient de plus en plus serrés. La lumière du soleil peinait à traverser les branches épaisses. L'homme ne disait rien, ne répondait à aucune de ses questions timides. Son silence était plus effrayant que n'importe quel cri. Finalement, ils arrivèrent au cœur de la forêt, là où les chemins disparaissaient et où la nature reprenait tous ses droits. L'homme s'arrêta brusquement, lâcha la main de la fillette et se retourna. Son regard était vide, dénué de toute humanité. Il ne prononça aucun mot, ne donna aucune explication. Il se contenta de faire demi-tour et de s'éloigner d'un pas rapide. La petite fille resta figée, incapable de comprendre ce qui se passait. Elle l'appela, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Mais il ne se retourna pas. Ses pas résonnaient dans le silence oppressant, s'éloignant inexorablement jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus les entendre. Elle était seule. Le cœur de l'enfant battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Elle regarda autour d'elle, cherchant désespérément un repère, un chemin, quelque chose de familier. Mais tout se ressemblait. Des arbres, des feuilles, des ombres menaçantes. La panique s'empara d'elle. Elle se mit à courir dans une direction, puis dans une autre, appelant à l'aide, espérant que quelqu'un, n'importe qui, puisse l'entendre. Mais personne ne vint. La forêt était déserte, indifférente à sa détresse. La nuit commençait à tomber, et avec elle, un froid glacial s'installait. La fillette, épuisée, finit par s'effondrer au pied d'un arbre. Les larmes coulaient sur ses joues, mais même pleurer lui semblait inutile. Qui viendrait la sauver? Qui se souciait d'elle? Dans son esprit confus, elle revoyait le visage de sa mère biologique, cette femme douce qui lui manquait tant. Elle se souvenait de sa voix, de ses chansons, de la chaleur de ses bras. Pourquoi était-elle partie? Pourquoi l'avait-elle laissée avec cet homme cruel? Les questions tourbillonnaient sans réponse, ajoutant à son désespoir. Les heures passèrent, interminables. La fillette tremblait de froid et de peur. Elle n'osait plus bouger, terrorisée à l'idée de s'enfoncer encore plus dans cette forêt hostile. Elle ferma les yeux, essayant de se concentrer sur les souvenirs heureux, sur le visage de sa mère, sur l'espoir fragile qu'un miracle puisse se produire. Et c'est alors, dans ce moment de désespoir absolu, que quelque chose changea. Un bruit de pas, différent cette fois. Pas les pas pressés et froids de l'homme qui l'avait abandonné, mais des pas mesurés, presque hésitants. La fillette ouvrit les yeux, le cœur battant d'une nouvelle émotion, mélange de peur et d'espoir. Une silhouette apparut entre les arbres, un homme, grand et imposant,
aux cheveux blonds qui brillaient dans la lumière déclinante. Il s'arrêta en la voyant, visiblement surpris. Ses yeux se posèrent sur la petite forme recroquevillée au pied de l'arbre, et quelque chose dans son regard changea. Ce haine n'était pas de la pitié condescendante, mais une émotion plus profonde, plus authentique. Il s'approcha lentement, comme pour ne pas l'effrayer davantage. La fillette le regardait, incapable de parler, de bouger. Qui était cet homme? Allait-il lui faire du mal, lui aussi? Mais quand leurs regards se croisèrent, elle sentit instinctivement qu'il était différent. Il y avait dans ses yeux une bienveillance qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. L'homme s'agenouilla à sa hauteur et lui tendit la main. Sa voix était douce, rassurante. Il ne lui demanda pas ce qu'elle faisait là, ne la jugea pas. Il se contenta de lui offrir sa protection, comme si était la chose la plus naturelle du monde. La fillette, malgré sa méfiance instinctive, sentit quelque chose se briser en elle. Elle accepta sa main, et quand il l'enveloppa dans son manteau chaud, elle éclata en sanglots, libérant toute la douleur accumulée. Cet homme, elle ne le savait pas encore, allait changer sa vie. Il la porta dans ses bras, la sortant de cette forêt maudite, lui murmurant des paroles apaisantes. Pour la première fois depuis des mois, la fillette se sentait en sécurité. Elle ne savait pas où il l'emmenait, qui il était, mais elle savait qu'il ne l'abandonnerait pas. La nuit était maintenant tombée complètement, mais la fillette ne tremblait plus. Blottie contre cet inconnu providentiel, elle sentait la chaleur revenir dans son corps glacé. Les arbres menaçants de la forêt éloignaient derrière eux, et avec eux, le souvenir de cet abandon cruel. Une nouvelle vie commençait, même si elle ne pouvait pas encore imaginer les défis qui l'attendaient. La voiture roulait dans la nuit, ses phares perçant l'obscurité comme deux yeux vigilants. La petite fille, épuisée par les émotions de la journée, elle s'était endormie sur le siège arrière, toujours enveloppée dans le manteau de l'homme. Celui-ci conduisait en silence, jetant de temps en temps un regard dans le rétroviseur pour s'assurer qu'elle allait bien. Était l'un des hommes les plus riches de la région. Sa fortune provenait d'entreprises familiales qu'il avait su faire prospérer avec intelligence et détermination. Il possédait une immense demeure à la sortie de la ville, une propriété majestueuse entourée de jardins impeccables. Mais malgré tout ce luxe, le milliardaire vivait dans une solitude pesante. Il n'avait jamais fondé de famille. Les années avaient repassé, remplies de travail, de voyages d'affaires, de réceptions mondaines, où il jouait son rôle de notable local. Mais au fond de lui, il ressentait un vide immense. Cette promenade dans la forêt, ce soir-là, n'était qu'une tentative de plus pour échapper à ses pensées, pour trouver un peu de paix dans la nature. Jamais il n'aurait imaginé y trouver cet enfant abandonné. Quand il l'avait vue, recroquevillée et tremblante au pied de cet arbre, quelque chose s'était brisé en lui. La rage d'abord, contre celui qui avait pu commettre un acte aussi lâche, puis la compassion, immédiate et puissante, qui avait balayé toutes ses réserves habituelles. Il avait su, à cet instant précis, qu'il ne pouvait pas la laisser là. La voiture franchit les grilles de la propriété. Le milliardaire gara le véhicule devant le perron de la demeure et éteignit le moteur. Il se retourna vers la fillette endormie. Son visage, même dans le sommeil, portait les traces de la peur et de la tristesse. Ses cheveux blonds, emmêlés par sa course effrénée dans la forêt, encadraient ses traits délicats. Elle ne devait avoir que 6 ou 7 ans, pensa-t-il. Il la porta délicatement à l'intérieur, faisant attention à ne pas la réveiller. La gouvernante, une femme d'une 60aine d'années qui travaillait pour lui depuis des années, apparut dans le hall, surprise de voir son employeur rentrer avec un enfant dans les bras. « Monsieur, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, inquiète. « Préparez une chambre, s'il vous plaît, » répondit le milliardaire doucement. « Et faites chauffer de l'eau pour un bain. Cette petite a besoin de soins. » La gouvernante ne posa pas de questions. Elle connaissait son employeur depuis assez longtemps pour savoir qu'il n'agissait jamais sans raison. Elle s'empressa de monter préparer l'une des chambres d'amis, la plus chaleureuse, celle qui donnait sur les jardins et qui recevait le soleil du matin. Le milliardaire déposa la fillette sur le canapé du salon et attendit qu'elle se réveille. Il ne voulait pas la brusquer. Quand elle ouvrit enfin les yeux, désorientée,
Elle mit quelques secondes à comprendre où elle se trouvait. La panique envahit son regard, mais l'homme se pencha vers elle avec un sourire rassurant. « N'aie pas peur, dit-il doucement. Tu es en sécurité ici. Personne ne te fera de mal. » La fillette le regarda longuement, comme si elle cherchait à lire dans son âme. Puis, lentement, elle hocha la tête. Elle ne parla pas, mais ses yeux disaient tout. La gratitude, le soulagement, et aussi une méfiance encore présente, forgée par trop de déceptions. La gouvernante redescendit et emmena la petite à l'étage. Elle l'aida à prendre un bain chaud, lui trouva des vêtements propres qui, bien qu'un peu trop grands, étaient infiniment plus confortables que les haillons qu'elle portait. Puis, elle lui servit un repas chaud, que la fillette dévora avec un appétit qui témoignait de jours de privation. Cette nuit-là, le milliardaire resta éveillé longtemps, réfléchissant à ce qu'il venait de faire. Il ne pouvait pas simplement garder cet enfant sans conséquence. Il devait comprendre d'où elle venait, qui elle était, pourquoi elle avait été abandonnée. Le lendemain matin, il contacta les autorités, expliquant la situation. Une enquête fut ouverte, mais les premiers résultats furent décevants. Personne n'avait signalé la disparition d'une fillette correspondant à sa description. Les jours passèrent. La petite commença lentement à s'habituer à son nouvel environnement. La demeure était si grande qu'elle avait parfois l'impression de s'y perdre, mais la gouvernante veillait sur elle avec une tendresse maternelle. Le milliardaire, quant à lui, découvrait une nouvelle facette de sa vie. Chaque soir, il prenait le temps de dîner avec la fillette, de lui parler, d'essayer de gagner sa confiance. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, la petite prit son courage à deux mains et demanda d'une petite voix « Pourquoi vous m'avez sauvée ?» Le milliardaire posa sa tasse de café et la regarda avec sérieux. « Parce que personne ne mérite d'être abandonné. Surtout pas un enfant. Mais vous ne me connaissez pas. Je ne suis personne pour vous. Tu es quelqu'un maintenant, » répondit-il avec conviction. « Et tant que je serai là, tu auras un toit, de la nourriture et quelqu'un qui veille sur toi. » Ces mots touchèrent profondément la fillette. Pour la première fois depuis l'abandon, elle sentit quelque chose de chaud naître dans sa poitrine. Pas encore de la confiance totale, mais un espoir fragile. Elle esquissa un sourire timide, et le milliardaire sentit son cœur se serrer. Comment pouvait-on abandonner un être aussi innocent? L'enquête des autorités finit par porter ses fruits. On retrouva la trace du compagnon de la mère, cet homme lâche qui avait abandonné la fillette dans la forêt. Confronté, il admit son geste, prétendant qu'il ne pouvait plus s'occuper d'elle, qu'elle n'était pas sa fille biologique. La mère de l'enfant avait quitté le domicile quelques mois auparavant, incapable de supporter les tensions constantes. Elle vivait désormais dans une autre région, tentant de reconstruire sa vie, mais sans les moyens de reprendre sa fille. Le milliardaire fut indigné par cette révélation. Comment une mère pouvait-elle laisser son enfant dans les mains d'un homme aussi cruel? Mais il comprit aussi que la situation était complexe, marquée par des difficultés financières et émotionnelles qu'il ne pouvait que deviner. Les autorités proposèrent de placer la fillette dans une famille d'accueil, mais le milliardaire refusa catégoriquement. Il voulait la garder, elle élevée, lui offrir la vie qu'elle méritait. Les démarches administratives furent longues et complexes. Mais sa fortune et son influence facilitèrent les choses. Finalement, après plusieurs semaines, il obtint la garde temporaire de l'enfant, en attendant une décision définitive. C'est à ce moment-là qu'il décida de lui révéler quelque chose d'important. Un soir, après le dîner, il l'emmena dans son bureau et sortit d'un tiroir une enveloppe jaunie. Il la tendit à la fillette avec précaution. « J'ai fait quelques recherches sur ton passé, » expliqua-t-il. « J'ai réussi à retrouver ta mère biologique. Elle ne pouvait pas te reprendre, mais elle a voulu que tu aies ceci. » La petite prit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite d'une écriture délicate et une petite photo. La lettre était courte, mais chaque mot était chargé d'amour et de regret. Sa mère y expliquait combien elle l'aimait, combien elle pensait à elle chaque jour, et combien elle était désolée de ne pas pouvoir être là pour elle. Elle lui demandait de rester forte, de croire en elle, et lui promettait qu'un jour, elle se retrouverait. Les larmes coulèrent sur les joues de la fillette.
Elle serra la lettre contre son cœur, comme si elle voulait absorber tout l'amour qu'elle contenait. Le milliardaire la regarda avec émotion, incapable de retenir ses propres larmes. Il comprit à cet instant qu'il n'était pas seulement un protecteur pour cet enfant. Il était en train de devenir quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'avait jamais cru possible. Cette nuit-là, la fillette prononça pour la première fois des mots qu'elle n'avait encore jamais osé dire. « Merci de m'avoir sauvée. Merci de être là. » Le milliardaire hocha la tête, incapable de parler tant les émotions le submergeaient. Mais ce moment de bonheur allait être de courte durée. Car dans l'ombre, une menace se profilait. Le milliardaire, dans les semaines qui suivirent, commença à fréquenter une femme qu'il connaissait depuis quelques mois. Une femme blonde au regard calculateur, séduisante et charmante, qui avait toujours convoité sa fortune et son statut. Elle avait réussi à capter son attention lors de événements mondains, multipliant les occasions de le rencontrer, jouant habilement de ses charmes. Quand elle apprit l'existence de la fillette, quelque chose en elle se brisa. Cet enfant représentait une menace directe à ses plans. Si le milliardaire s'attachait trop à cette petite, il ne voudrait jamais s'engager sérieusement avec elle. Pire encore, cet enfant pourrait hériter d'une partie de sa fortune, réduisant ce qu'elle espérait obtenir. Mais elle était maligne. Au lieu de montrer son hostilité ouvertement, elle décida d'adopter une stratégie différente. Elle se présenta au milliardaire comme une femme compréhensive, prête à accepter cette situation inhabituelle. Elle proposa même de l'aider avec la fillette, de jouer un rôle maternel. Le milliardaire, touché par cette apparente générosité, la laissa entrer dans leur vie. C'est ainsi que la future madratre fit son entrée dans la demeure, arborant un sourire chaleureux qui cachait des intentions bien plus sombres. Le bonheur fragile que la fillette venait de trouver allait être mis à rude épreuve, et les jours à venir allaient te révéler la vraie nature de cette femme qui, sous des dehors charmants, cachait un cœur empli de jalousie et d'ambition. Les premières semaines de la présence de la femme blonde dans la demeure furent trompeusement paisibles. Elle jouait son rôle à la perfection, se montrant attentionnée envers la fillette devant le milliardaire, lui offrant des cadeaux, lui parlant avec douceur. Le riche homme, heureux de voir que la petite pourrait avoir une figure maternelle, commença à envisager une relation plus sérieuse avec cette femme. Mais dès que le milliardaire avait le dos tourné, le masque tombait. La future madratre regardait la fillette avec un mépris glacial, lui lançant des remarques acerbes à voix basse, lui faisant comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue. « Tu crois vraiment qu'il va t'aimer toujours ?» murmurait-elle avec un sourire venimeux. « Tu n'es qu'une orpheline sans valeur. Un jour, il se lassera de toi. » La fillette, encore fragile psychologiquement, commençait à douter d'elle-même. Elle n'osait pas en parler au milliardaire, craignant qu'il ne la croie pas, ou pire, qu'il choisisse cette femme plutôt qu'elle. Après tout, n'était-elle pas juste une enfant trouvée dans la forêt? Comment pourrait-elle rivaliser avec une femme belle et sophistiquée? La future madratre intensifia progressivement ses attaques. Elle commença par de petites manipulations subtiles. Un jour, elle oublia de transmettre à la fillette un message du milliardaire qui devait rentrer tard. L'enfant, inquiète, passa la soirée à pleurer, croyant qu'il l'avait abandonnée. Quand l'homme rentra et découvrit la situation, la femme blonde s'excusa avec un air contrit. « Oh, j'ai complètement oublié. J'y étais tellement occupée. Tu sais comment sont les enfants, toujours dramatiques pour un rien. » Une autre fois, elle cacha intentionnellement le jouet préféré de la fillette, celui que sa mère biologique lui avait laissé. Quand l'enfant le chercha partout en pleurant, la future madratre suggéra avec fausse préoccupation « Peut-être que tu l'as perdu. Tu es si distraite parfois. Il faudra apprendre à être plus responsable. » Mais son plan le plus insidieux était encore à venir. La femme blonde comprit que pour éloigner définitivement la fillette du milliardaire, elle devait détruire l'identité même de l'enfant, effacer tout ce qui la rattachait à son passé et à sa mère biologique. Elle voulait que la petite oublie qui elle était, qu'elle devienne une coquille vide qu'elle pourrait facilement manipuler ou, mieux encore, éliminer de leur vie. Un après-midi, profitant d'une absence du milliardaire parti en voyage d'affaires, la future madratre entra dans la chambre de la fillette.
Elle fouilla méthodiquement jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. La lettre de la mère biologique, cette précieuse lettre que la petite gardait comme un trésor. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle avec un ton dédaigneux en brandissant l'enveloppe. La fillette, terrifiée, tenta de la récupérer. « C'est à moi, c'est de ma maman. »« Ta maman ?» ricana la femme. « Tu veux dire cette femme qui t'a abandonnée? Qui ne t'aimait pas assez pour te garder? »« Non, ce n'est pas vrai, » cria la petite, les larmes aux yeux. « Oh que si, c'est vrai, » continua la future madratre avec cruauté. « Et tu sais quoi? Je pense qu'il est temps que tu arrêtes de t'accrocher à ce passé pathétique. Tu dois oublier cette femme. Tu dois oublier d'où tu viens. » Elle s'approcha de la cheminée, où brûlait un petit feu. La fillette comprit son intention et se jeta sur elle, essayant désespérément de récupérer la lettre. Mais la femme était plus forte. Elle la repoussa et, dans un geste d'une cruauté inouïe, jeta l'enveloppe dans les flammes. « Non !» hurla la fillette en voyant la lettre de sa mère se consumer. Elle tomba à genoux, sanglotant de manière incontrôlable. C était plus qu'une simple lettre qui brûlait. C était son lien avec sa mère, sa preuve qu'elle avait été aimée. Son ancrage dans une identité qu'on essayait de lui arracher. La future madratre la regarda avec satisfaction. « Maintenant, tu vas m'écouter, à partir d'aujourd'hui, tu vas oublier ton ancienne vie. Tu vas oublier ta mère. Tu ne parleras plus jamais d'elle. Si tu oses dire quoi que ce soit à cet homme au sujet de cette lettre ou de notre conversation, je lui dirai que tu es une menteuse, une enfant ingrate et déséquilibrée. Et il me croira, moi, pas toi. » La fillette, dévastée, ne pouvait que pleurer. La gouvernante, qui avait entendu les cris, arriva en courant. Quand elle vit la scène, elle comprit immédiatement ce qui s'était passé. Son regard se durcit en fixant la femme blonde. « Qu'avez-vous fait ?» demanda-t-elle avec colère. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » répondit la future madratre avec un sourire glacial. « Cette enfant a fait une crise de nerfs et a jeté elle-même des papiers au feu, n'est-ce pas ?» Petite, la fillette, terrorisée par la menace, ne répondit pas. La gouvernante serra les dents, furieuse de son impuissance. Elle ne pouvait rien prouver, et elle savait que la future madratre était assez manipulatrice pour retourner la situation à son avantage. Quand le milliardaire rentra de son voyage, il trouva la fillette changée. Elle était devenue silencieuse, renfermée, sursautant au moindre bruit. Il essaya de lui parler, de comprendre ce qui s'était passé, mais l'enfant, paralysé par la peur, ne disait rien. La future madratre, jouant son rôle à la perfection, suggéra avec fausse inquiétude « Je pense qu'elle traverse une phase difficile. Les traumatismes de son abandon ressurgissent. Peut-être devrait-elle voir un thérapeute? Ou peut-être serait-il mieux pour elle d'aller dans une institution spécialisée où des professionnels pourraient l'aider ?» Le milliardaire refusa catégoriquement cette dernière suggestion, mais il commençait à s'inquiéter. Il ne comprenait pas ce changement soudain chez la fillette. La future madratre, voyant qu'elle marquait des points, intensifia sa campagne de manipulation. Elle commença à répandre des rumeurs dans leur cercle social. Lors de dîners mondains, elle glissait avec habileté des commentaires apparemment innocents. « La pauvre petite a tellement de problèmes. L'abandon l'a vraiment marquée. Parfois, je me demande si nous sommes équipés pour gérer une situation aussi complexe. » Les amis du milliardaire commencèrent à émettre des doutes. Certains suggéraient qu'il était peut-être allé trop vite en recueillant cet enfant, qu'il devrait penser à sa propre vie, à son propre bonheur. La future madratre orchestrait savamment ces conversations, semant le doute dans l'esprit de tous. Mais elle ne s'arrêta pas là. Son objectif ultime était de faire en sorte que le milliardaire, elle, épouse, puis qu'il se débarrasse de la fillette. Une fois mariée, elle aurait accès à sa fortune, et l'enfant ne serait plus qu'un obstacle facile à éliminer. Elle intensifia donc ses charmes envers l'homme riche, se montrant de plus en plus indispensable, de plus en plus présente. Un soir, lors d'un dîner intime, la future madratre évoqua le sujet du mariage. « Tu ne trouves pas qu'il est temps pour nous de formaliser notre relation ?» dit-elle avec un sourire séducteur. « Nous formerions une vraie famille. Je pourrais être une mère pour la petite. Elle a besoin d'une figure maternelle stable. » Le milliardaire,
isolée par les doutes qu'elle avait semés, commença à considérer cette option. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que la fillette avait besoin d'une structure familiale plus traditionnelle. Il ne remarquait pas que c'était précisément cette femme qui causait le malheur de l'enfant. La gouvernante, témoin impuissante de cette manipulation, décida de prendre les choses en main. Elle ne pouvait pas laisser cette femme détruire la vie de la fillette sans rien faire. Un soir, alors que la future madratre était sortie, elle s'assit avec la petite et lui parla avec douceur. « Ma chérie, je sais ce qui se passe. Je sais qu'elle te fait du mal. Tu dois en parler à ton protecteur. » La fillette secoua la tête avec véhémence, les larmes aux yeux. Elle a dit qu'il ne me croirait pas. Elle a dit que je suis une menteuse. « Tu n'es pas une menteuse, » affirma la gouvernante avec fermeté. « Et il te croira. Mais tu dois être courageuse. Tu dois lui dire la vérité. » La petite regarda la gouvernante avec désespoir. « Elle a brûlé la lettre de ma maman. C'est était tout ce qui me restait d'elle. Maintenant, je n'ai plus rien. » La gouvernante sentit son cœur se briser. Elle serra l'enfant contre elle, la berçant doucement. « Tu as encore tes souvenirs. Personne ne peut te les enlever. Et ta mère, où qu'elle soit, t'aime toujours. Cette femme peut brûler du papier, mais elle ne peut pas brûler l'amour qui vit dans ton cœur. » Ces paroles apportèrent un peu de réconfort à la fillette. Pour la première fois depuis la destruction de la lettre, elle sentit une petite lueur d'espoir renaître. Peut-être que la gouvernante avait raison. Peut-être devait-elle parler au milliardaire, même si elle avait peur. Mais avant qu'elle ne puisse prendre cette décision, la future madratre frappa un nouveau coup. Elle organisa une réunion avec le directeur de l'école prestigieuse où le milliardaire prévoyait d'inscrire la fillette. Jouant son rôle de future belle-mère concernée, elle exprima des inquiétudes sur la stabilité émotionnelle de l'enfant, suggérant qu'elle pourrait avoir des comportements difficiles dus à son passé traumatique. Le directeur, influencé par les paroles de cette femme élégante et apparemment bienveillante, commença à avoir des réserves. Quand le milliardaire vint finaliser l'inscription, le directeur mentionna délicatement ses préoccupations. L'homme riche fut choqué et blessé. Pourquoi tout le monde semblait-il douter de la fillette? Ce fut le moment que choisit la gouvernante pour agir. Elle demanda un entretien privé avec le milliardaire et lui révéla tout ce qu'elle avait observé. Les menaces, les manipulations, la destruction de la lettre, la cruauté cachée de la future madratre. Elle lui expliqua comment cette femme orchestrait méthodiquement la destruction psychologique de la fillette, cherchant à effacer son identité et à la séparer de lui. Le milliardaire écouta, d'abord incrédule, puis de plus en plus horrifié. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Comment n'avait-il pas vu ce qui se passait sous son propre toit? La colère monta en lui, non seulement contre la future madratre, mais aussi contre lui-même pour avoir permis que cela arrive. Il alla immédiatement trouver la fillette. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il avec douceur. « Cette femme t'a-t-elle fait du mal ?» La petite, voyant les larmes dans les yeux de son protecteur, comprit qu'il la croyait vraiment. Elle hocha la tête et, pour la première fois depuis des semaines, elle parla. Elle raconta tout. Les menaces, les humiliations, la lettre brûlée, la peur constante. Les mots sortaient comme un torrent longtemps retenu, libérant enfin toute la douleur accumulée. Le milliardaire la serra contre lui, submergé par un mélange de rage et de culpabilité. « Je suis tellement désolée. Je n'aurais jamais dû laisser cela arriver. Mais je te promets une chose, elle ne te fera plus jamais de mal. » Quand la future madratre rentra ce soir-là, elle trouva le milliardaire qui l'attendait, son visage durci par la colère. Elle comprit immédiatement que son plan avait été découvert. Elle tenta de nier, de minimiser, d'accuser la gouvernante de mensonge, mais il ne la écouta pas. « Sortez de ma maison, » dit-il d'une voix glaciale. « Immédiatement. Et ne vous avisez plus jamais d'approcher cet enfant. » La femme blonde, voyant que sa manipulation avait échoué, laissa tomber son masque. Son visage se tordit de rage. « Vous faites une erreur. Cette petite gamine sans valeur ne vous apportera que des problèmes. Elle n'est personne. Rien. Vous auriez pu m'avoir, moi, ma beauté, mon statut, et vous choisissez cette orpheline pathétique. »« Sortez !» répéta le milliardaire, sa voix tremblant de colère contenue. La future madratre, comprenant qu'elle avait perdu,
quitta la demeure en claquant la porte. Mais dans ses yeux brillait une lueur de vengeance. Ce haine n'était pas terminé. Elle trouverait un moyen de détruire cette relation, de prendre ce qui lui revenait de droit. Elle en fit le serment. Les mois qui suivirent le départ de la future madratre furent une période de guérison pour la fillette. Le milliardaire S était juré de ne plus jamais laisser personne lui faire du mal. Il passa plus de temps avec elle, l'inscrivit dans l'école prestigieuse malgré les réserves du directeur et lui offrit tout le soutien dont elle avait besoin. La petite commença à s'épanouir. À l'école, elle découvrit des talents qu'elle ne soupçonnait pas. Elle excellait en littérature, écrivant des textes poignants qui touchaient ses professeurs. L'un d'entre eux, une jeune enseignante blonde qui venait d'être embauchée, remarqua particulièrement le potentiel de la fillette et décida de la prendre sous son aile. Cette professeure devint une alliée précieuse. Elle encourageait la petite à s'exprimer à travers l'écriture, à transformer sa douleur en art. Grâce à son soutien, la fillette commença à reconstruire son estime d'elle-même, à croire qu'elle avait de la valeur malgré ce que la future madratre lui avait dit. Mais dans l'ombre, la femme blonde n'avait pas renoncé. Chassée de la demeure, humiliée publiquement, elle bouillonnait de rage et de désir de vengeance. Elle avait passé des mois à élaborer un plan si audacieux et si cruel qu'il détruirait définitivement le lien entre le milliardaire et la fillette. Elle avait découvert que le milliardaire organisait chaque année une grande réception caritative, un événement prestigieux où tout le gratin de la région se rassemblait. Cette année, l'événement serait encore plus grandiose, car il servirait également à présenter officiellement la fillette à la société, à la reconnaître comme faisant partie de sa famille. Le milliardaire avait même prévu d'annoncer qu'il lançait des procédures d'adoption formelles. La future madratre vit dans cet événement l'opportunité parfaite pour sa vengeance. Elle contacta le compagnon de la mère de la fillette, cet homme lâche qui l'avait abandonnée dans la forêt. Elle avait réussi à retrouver sa trace grâce à ses contacts et à l'argent qu'elle avait accumulé. Elle lui proposa un marché diabolique. Il devait venir à la réception et réclamer publiquement la garde de la fillette, prétendant que le milliardaire la retenait illégalement. En échange, elle lui verserait une somme considérable. L'homme, toujours aussi cupide et sans scrupules, accepta immédiatement. Mais la future madratre ne s'arrêta pas là. Elle savait que le témoignage de cet homme seul ne suffirait pas. Elle devait orchestrer quelque chose de plus dramatique, de plus dévastateur. Elle élabora donc un second volet à son plan, encore plus cruel. Elle avait appris que la mère biologique de la fillette, celle qui l'avait tant aimée mais qui avait dû la laisser, vivait maintenant dans la pauvreté absolue, malade et désespérée. La future madratre alla la voir, se présentant comme une assistante sociale voulant l'aider. Elle lui mentit, lui disant que sa fille était malheureuse, maltraitée par le milliardaire, qu'elle devait venir la sauver. La mère biologique, rongée par la culpabilité et le désir de revoir son enfant, crut ses mensonges. La future madratre lui promit de l'argent et une aide médicale si elle acceptait de venir à la réception et de réclamer sa fille. La pauvre femme, désespérée et manipulée, accepta sans comprendre qu'elle était utilisée dans un plan machiavélique. Le soir de la réception arriva. La demeure du milliardaire était magnifiquement décorée, illuminée de 1000 feux. Les invités affluaient, vêtus de leurs plus beaux atours. La fillette, dans une robe blanche élégante choisie par le milliardaire, accueillait les convives avec une grâce nouvelle. Elle n'était plus la petite fille terrifiée de la forêt, mais une jeune personne confiante, aimée et protégée. Le milliardaire rayonnait de fierté. Il s'apprêtait à faire son discours, à annoncer officiellement son intention d'adopter la fillette, quand soudain, un tumulte se fit entendre à l'entrée. Le compagnon de la mère fit irruption dans le salon, visiblement ivre, criant à qui voulait l'entendre « Rendez-moi ma fille, cet homme me l'a volée !» Un silence stupéfait s'abattit sur l'assemblée. Tous les regards se tournèrent vers le milliardaire, puis vers la fillette, qui était devenue blanche comme un linge. La petite reconnut immédiatement cet homme, celui qui l'avait abandonnée, et la terreur envahit ses yeux. Avant que quiconque ne puisse réagir, une seconde personne apparut, la mère biologique de la fillette.
Amaigrie, visiblement malade, elle avança en titubant vers sa fille. « Mon bébé, murmura-t-elle d'une voix brisée. Je suis venue te chercher. La fillette resta figée, partagée entre le choc de revoir sa mère et la terreur de voir l'homme qui l'avait abandonnée. La scène était surréaliste, cauchemardesque. Les invités murmuraient entre eux, choqués par ce drame qui se déroulait sous leurs yeux. C'est alors que la future madratre fit son entrée, arborant un sourire triomphant. Elle s'était glissée parmi les invités, déguisant sa présence jusqu'à ce moment précis. « Mesdames et messieurs, dit-elle d'une voix forte, je crois qu'il est temps de révéler la vérité sur cet homme que vous admirez tant. » Elle se tourna vers le milliardaire avec un regard venimeux. « Vous avez tous été trompés. Cet homme a enlevé cet enfant à sa famille légitime. Il a profité de leur pauvreté et de leur vulnérabilité pour voler cette petite. Et maintenant, il veut l'adopter officiellement pour s'assurer qu'il ne puisse jamais la récupérer. » Les murmures dans la foule s'intensifièrent. Certains invités commencèrent à regarder le milliardaire avec suspicion. La future madratre jubilait intérieurement. Son plan fonctionnait à la perfection. Mais elle avait sous-estimé plusieurs choses. D'abord, le courage de la fillette. Ensuite, la force du lien qui unissait l'enfant et le milliardaire. Et enfin, la présence de témoins qui n'allèrent pas se laisser manipuler. La fillette, malgré sa terreur, trouva la force de parler. Sa voix, d'abord tremblante, gagna progressivement en assurance. « C'est lui qui m'a abandonnée !» cria-t-elle en pointant le compagnon de sa mère. « Il m'a laissée toute seule dans la forêt pour que je disparaisse. » Le compagnon, déstabilisé par cette accusation publique et par l'alcool qui embrumait son jugement, balbutia des excuses confuses. « C'était juste, elle était un fardeau. » Son aveu involontaire choqua toute l'assemblée. Mais la fillette n'avait pas terminé. Elle se tourna vers sa mère biologique, les larmes aux yeux. « Maman, je t'aime, je t'aimerai toujours. Mais cet homme, » elle désigna le milliardaire, « m'a sauvée. Il m'a donné un foyer, de l'amour, tout ce dont j'avais besoin. Il ne m'a pas enlevée. Il m'a recueillie quand personne d'autre ne voulait de moi. » La mère biologique, réalisant soudain qu'elle avait été manipulée, se tourna vers la future madratre avec horreur. « Vous m'avez menti. Vous m'avez dit qu'elle était malheureuse, maltraitée. » La jeune professeure, qui avait été invitée à la réception en tant que soutien pour la fillette, s'avança alors. « Mesdames et messieurs, je suis l'enseignante de cet enfant. Je peux témoigner qu'elle est épanouie, heureuse, excellente élève. Elle ne montre aucun signe de maltraitance. Au contraire, elle parle de son protecteur avec amour et reconnaissance. » Puis ce fut au tour de la gouvernante de prendre la parole. Elle raconta tout, les manipulations de la future madratre, les menaces, la lettre brûlée, la cruauté psychologique qu'elle avait infligée à la fillette. D'autres témoins se manifestèrent, des employés de la demeure qui avaient en vue le vrai visage de cette femme. La future madratre, voyant son plan s'effondrer, tenta une dernière manœuvre désespérée. « Vous ne comprenez pas » cria-t-elle. « Cet enfant lui a volé sa vie. Il était censé être avec moi. Nous étions censés être ensemble. Mais elle est arrivée et a tout gâché. Elle doit disparaître. » Son aveu public, sa confession de jalousie et de haine, laissa l'assemblée stupéfaite. Était-elle, la vraie manipulatrice. Était-elle qui avait orchestré ce spectacle cruel, utilisant un homme alcoolique et une mère désespérée pour détruire une relation d'amour authentique. Le milliardaire, reprenant enfin ses esprits après le choc initial, s'avança vers la future madratre avec un regard glacial. « Vous avez manipulé des gens vulnérables pour satisfaire votre vengeance. Vous avez terrorisé une enfant innocente. Vous avez essayé de détruire sa famille. » Il se tourna vers les invités. « Cette femme a tout orchestré par jalousie pure. Elle voulait ma fortune, mon statut. Et quand elle a réalisé que j'avais choisi de consacrer ma vie à protéger une enfant dans le besoin, elle n'a pas supporté de ne pas être au centre de mon attention. » Les invités commencèrent à montrer ouvertement leur dégoût. Certains demandèrent qu'on appelle les autorités. La future madratre, acculée, tenta de fuir, mais plusieurs invités lui bloquèrent le passage. C'est alors que survint la révélation finale, celle que personne n'attendait. Un homme âgé, invité de longue date du milliardaire, s'avança. «
C était un détective privé à la retraite. « J'ai quelque chose à dire », annonça-t-il. « J'ai mené ma propre enquête sur cette femme quand j'ai remarqué son comportement suspect lors de précédents événements. » Il sortit un dossier de sa veste. « Cette femme, dit-il en désignant la future madratre, a un passé. Elle a déjà été impliquée dans 3 affaires de manipulation et d'extorsion. Elle cible des hommes riches, essaie de les épouser, et quand ça ne fonctionne pas, elle détruit leur réputation. » Cette révélation secoua l'assemblée. La future madratre, réalisant qu'elle était complètement démasquée, perdit toute contenance. Son masque de femme raffinée tomba définitivement, révélant une personne rongée par l'amertume, la jalousie et l'avidité. « Vous ne comprenez rien !» hurla-t-elle avec désespoir. « J'ai tout fait pour lui. Je me suis débarrassée de cette lettre stupide. J'ai essayé d'effacer son passé pathétique, de la transformer en quelque chose de mieux. Mais elle s'accrochait à son ancienne identité, à cette mère qui l'avait abandonnée. Je voulais juste qu'elle disparaisse pour que nous puissions avoir la vie que nous méritions. » Son aveu complet de ses crimes, prononcé devant des centaines de témoins, scella son destin. Les autorités furent appelées et l'arrêtèrent sur place. Elle fut emmenée, criant et se débattant, jurant qu'elle n'avait pas terminé, qu'elle se vengerait. Mais le drame N n'était pas encore tout à fait résolu. Il restait la question de la mère biologique et du compagnon de celle-ci. Le milliardaire, malgré sa colère, comprit que ces 2 personnes étaient davantage des victimes que des coupables. La mère avait été manipulée par la future madratre, et le compagnon, bien qu'ayant commis un acte impardonnable, était un homme brisé par ses propres démons. Le milliardaire s'agenouilla devant la mère biologique. « Je comprends votre douleur, » dit-il avec compassion. « Vous avez été trompée. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Votre fille parle de vous avec amour. Elle garde votre mémoire dans son cœur. Elle ne vous a jamais oublié. » La mère pleura, serrant sa fille contre elle pour la première fois depuis des années. « Je suis tellement désolée, » sanglota-elle. « Je n'ai jamais voulu t'abandonner. Les circonstances, j'y étais si perdue, si pauvre. Je pensais que tu aurais une meilleure vie sans moi. » La fillette, malgré toute la douleur du passé, sentit quelque chose se libérer en elle. « Je comprends, maman, et je t'aime toujours. Mais ma vie est ici maintenant, avec lui. » Elle désigna le milliardaire. Ce fut un moment de vérité pure, de réconciliation émotionnelle. La mère biologique, voyant l'amour évident entre sa fille et cet homme qui l'avait sauvée, prit une décision courageuse. « Je vais signer tous les papiers nécessaires pour l'adoption, » déclara-t-elle. « Tu mérites cette vie, tu mérites cet amour. Je ne t'enlèverai pas ça. Mais s'il te plaît, laisse-moi te voir parfois. Laisse-moi faire partie de ta vie, même de loin. » Le milliardaire, touché par ce sacrifice maternel, hocha la tête. « Vous serez toujours la bienvenue. Vous êtes sa mère. Rien ne changera jamais ça. » Quant au compagnon, il fut emmené par les autorités pour répondre de son crime d'abandon d'enfant. Mais avant de partir, il prononça des mots qu'il n'avait jamais dits. « Je suis désolé, ce que j'ai fait est impardonnable. » La fillette le regarda partir sans haine, juste avec une compréhension triste de la faiblesse humaine. Elle avait appris que pardonner ne signifie pas oublier, mais libérer son cœur du poids de la rancune. La réception, qui avait commencé comme une célébration et était transformée en cauchemar, se termina finalement sur une note d'espoir. Les invités, émus par ce qu'ils avaient vu, applaudirent la fillette et le milliardaire. Beaucoup pleuraient ouvertement, touchés par cette histoire de résilience et d'amour. Le milliardaire prit la fillette dans ses bras et s'adressa à l'assemblée. « Aujourd'hui, vous avez été témoins du pire et du meilleur de l'humanité. Vous avez vu la jalousie, la manipulation, la cruauté. Mais vous avez aussi vu le courage, le pardon, l'amour inconditionnel. Cette petite fille est ma fille désormais, pas par le sang, mais par le choix. Et je suis fière d'être son père. » Les applaudissements résonnèrent dans toute la demeure. La fillette, les larmes aux yeux, mais le sourire aux lèvres, comprit que malgré toutes les épreuves, elle avait finalement trouvé sa place. Elle avait une famille, un foyer, et surtout, elle avait l'amour. Les semaines qui suivirent la réception furent une période de transformation profonde.
La nouvelle de ce qui s'était passé se répandit rapidement dans toute la région, et l'histoire de la fillette et du milliardaire devint le sujet de toutes les conversations. Mais contrairement à ce que la future madratre avait espéré, l'opinion publique se rangea du côté de l'enfant et de son protecteur. La future madratre fut jugée et condamnée pour manipulation, tentative d'extorsion et harcèlement psychologique d'un mineur. Les preuves étaient accablantes. Les témoignages de la gouvernante, de la professeure, des employés de la demeure, et surtout, le dossier du détective privé qui révélait son passé criminel. Elle fut condamnée à plusieurs années de prison et à une interdiction définitive d'approcher la fillette ou le milliardaire. Pour la fillette, ce verdict apporta un soulagement immense. Enfin, cette femme qui avait tenté de détruire sa vie ne représentait plus une menace, mais au-delà du soulagement, il y avait aussi un long travail de guérison à entreprendre. Les cicatrices psychologiques laissées par les manipulations de la future madratre étaient profondes. Le milliardaire, conscient de cela, fit appel à une thérapeute spécialisée dans les traumatismes infantiles. Une femme douce et patiente qui aida la fillette à mettre des mots sur ses émotions, à comprendre qu'elle n'était pas responsable de la cruauté des autres, à reconstruire son estime d'elle-même. Les séances de thérapie furent difficiles au début. La fillette devait revivre des moments douloureux, l'abandon dans la forêt, les humiliations de la future madratre, la destruction de la lettre de sa mère. Mais avec le temps, elle apprit à transformer cette douleur en force. Elle comprit que son passé ne la définissait pas, que ce qui comptait vraiment, c'était la personne qu'elle choisissait de devenir. La relation avec sa mère biologique évolua également. Après la réception, le milliardaire avait organisé un soutien financier et médical pour cette femme qui avait tant souffert. Elle put recevoir les soins dont elle avait besoin, retrouver un peu de stabilité dans sa vie. Des visites régulières furent organisées, permettant à la fillette et à sa mère de reconstruire un lien. Ces rencontres étaient pas toujours faciles. Il y avait des larmes, des questions difficiles, des silences chargés d'émotions. Mais il y avait aussi des moments de tendresse, de rires partagés, de souvenirs retrouvés. La fillette apprit qu'on pouvait aimer plusieurs personnes différemment, que son amour pour sa mère biologique ne diminuait en rien celui qu'elle portait au milliardaire, et vice-versa. Un jour, lors d'une de ses visites, la mère biologique tendit à sa fille un petit paquet soigneusement emballé. « J'ai gardé ça pour toi pendant toutes ces années », dit-elle avec émotion. « C'est quelque chose que ma propre mère m'avait donné. Je voulais que tu l'aies. » La fillette ouvrit le paquet et découvrit un médaillon ancien en argent. À l'intérieur, il y avait 2 petites photos, une de sa mère jeune et une d'elle-même bébé. « C'est pour que tu te souviennes toujours d'où tu viens », expliqua sa mère. « Mais aussi pour que tu saches que peu importe où la vie te mène, tu portes en toi l'amour de ceux qui t'ont précédé. » Ce médaillon devint le nouveau trésor de la fillette, remplaçant en quelque sorte la lettre brûlée. Elle le portait constamment, le touchant parfois dans les moments de doute, y puisant force et réconfort. À l'école, la transformation de la fillette était remarquable. Libérée du poids des menaces de la future madratre, elle s'épanouit pleinement. Sa professeure, qui l'avait soutenue dès le début, continua à l'encourager dans son écriture. La fillette participa à des concours littéraires, remportant plusieurs prix. Ses textes, empreints de sa propre expérience, touchaient les lecteurs par leur authenticité et leur profondeur émotionnelle. Un jour, la professeure lui proposa un projet ambitieux: écrire un texte sur son expérience pour le lire lors d'une assemblée scolaire spéciale, dédiée à la résilience et au courage. La fillette hésita longuement. Exposer publiquement une partie aussi intime de sa vie était effrayant. Mais avec le soutien du milliardaire et de la gouvernante, elle décida d'accepter. Elle passa des semaines à écrire et réécrire son texte, cherchant les mots justes pour raconter son histoire. Elle ne voulait pas susciter la pitié, mais inspirer. Elle voulait montrer qu'on pouvait survivre aux pires épreuves et en ressortir plus fort. Le jour de l'assemblée arriva. La fillette monta sur scène, devant plusieurs centaines d'élèves, parents et professeurs. Le milliardaire était au premier rang, sa fierté visible sur son visage. À côté de lui, la gouvernante essuyait déjà ses larmes d'émotion. La professeure se tenait dans les coulisses, prête à soutenir son élève si nécessaire.
La fillette prit une profonde inspiration, regarda l'audience et commença à lire. Sa voix, d'abord hésitante, gagna progressivement en assurance. Elle raconta son histoire sans phare, l'abandon dans la forêt, la terreur de cette nuit glaciale, puis la main tendue de l'homme qui allait devenir son père. Elle parla aussi de la future Madratre, de ses manipulations cruelles, de la tentative d'effacer son identité. Elle voulait que j'oublie qui j'y étais, dit-elle avec une voix claire. Elle voulait que je renie ma mère biologique, que je renie mon passé. Mais j'ai compris quelque chose d'important. Notre passé ne nous définit pas, mais il fait partie de nous. On ne peut pas construire un avenir solide sur des mensonges et des oublis forcés. Elle continua, parlant du courage de dire la vérité, de l'importance d'avoir des alliés qui croient en nous, de la force du pardon. Pardonner ne signifie pas accepter le mal qu'on nous a fait, expliqua-t-elle. Cela signifie refuser de laisser ce mal nous empoisonner. Cela signifie choisir la liberté plutôt que la rancune. Quand elle termina sa lecture, un silence profond régnait dans l'auditorium. Puis les applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis tonitruants. Des élèves pleuraient ouvertement. Des parents se levèrent pour applaudir debout. Le milliardaire, submergé par l'émotion, essuyait ses larmes sans honte. La fillette descendit de scène, accueillie par les bras du milliardaire qui la serra contre lui avec une force qui disait tout son amour. « Je suis si fier de toi, » murmura-t-il. « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Après l'assemblée, plusieurs élèves vinrent trouver la fillette pour la remercier. Certains lui confièrent qu'ils vivaient eux aussi des situations difficiles, qu'ils se sentaient seuls et sans espoir. Le témoignage de la fillette leur avait donné du courage, leur avait montré qu'il était possible de surmonter les épreuves. Ce fut une révélation pour la fillette. Son histoire, sa douleur, pouvaient servir à aider d'autres. Elle n'était pas seulement une survivante, elle pouvait être une inspiration. Cette prise de conscience changea quelque chose en elle. Elle trouva un nouveau sens à son parcours, une mission qui dépassait sa propre guérison. Dans les mois qui suivirent, le milliardaire et la fillette travaillèrent ensemble à créer une fondation dédiée aux enfants abandonnés et maltraités. Ils voulaient offrir à d'autres ce que la fillette avait reçu: un refuge, du soutien, de l'amour. La gouvernante devint l'une des coordinatrices du projet et la professeure accepta de siéger au conseil d'administration. La fondation commença modestement, mais grandit rapidement. Des dons affluèrent de partout. Les gens touchés par l'histoire de la fillette voulant contribuer à cette cause. Des familles d'accueil furent formées, des thérapeutes engagés, des programmes éducatifs développés. La fillette devint la porte-parole junior de la fondation. Elle participait à des événements, racontait son histoire, encourageait d'autres enfants à ne jamais abandonner l'espoir. Hélène était plus la victime silencieuse que la future Madratre avait tenté de briser, mais une jeune voix forte et inspirante. Un jour, alors qu'elle visitait un refuge pour enfants dans le cadre des activités de la Fondation, elle rencontra une petite fille qui lui rappela elle-même quelques années auparavant. L'enfant était recroquevillé dans un coin, refusant de parler à quiconque, le regard vide. La fillette s'approcha doucement et s'assit à côté d'elle sans rien dire. Puis, après un long silence, elle commença à raconter son histoire. Pas de manière dramatique ou théâtrale, mais simplement, honnêtement. Elle parla de la forêt, de la peur, mais aussi de la lumière au bout du tunnel. Lentement, la petite fille recroquevillée leva les yeux. « Tu as vraiment vécu tout ça ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Oui », répondit la fillette blonde avec douceur. « Et regarde-moi maintenant. Je suis heureuse, j'ai une famille, j'ai un avenir. Tu peux avoir tout ça aussi. Il faut juste tenir bon. » Ce moment fut profondément émouvant pour la fillette. Elle réalisa que sa douleur, transformée en force, pouvait vraiment faire une différence dans la vie d'autres enfants. C était son héritage, son cadeau au monde qui l'avait si maltraité, mais qui lui avait aussi donné tant d'amour. Le milliardaire, observant cette scène de loin, sentit son cœur déborder de fierté. La petite fille terrifiée qu'il avait trouvée dans la forêt était devenue une jeune personne extraordinaire, capable de compassion, de courage et de résilience.
Elle n'avait pas seulement survécu à ces traumatismes, elle avait trouvé un moyen de les transformer en quelque chose de beau. Ce soir-là, de retour à la demeure, le milliardaire et la fillette dînèrent tranquillement dans la salle à manger. La gouvernante avait préparé le plat préféré de la petite. L'atmosphère était paisible, chaleureuse, emplie d'un bonheur simple mais profond. « Tu sais, » dit le milliardaire en regardant la fillette avec tendresse, « quand je t'ai trouvée dans cette forêt, je pensais te sauver. Mais en réalité, c'est toi qui m'as sauvée. Tu m'as donné une raison de vivre, un but, une famille. Tu m'as appris que l'amour n'a rien à voir avec le sang, mais tout à voir avec le choix et l'engagement. » La fillette sourit, ses yeux brillants d'émotion. « Et tu m'as appris que même après le plus grand abandon, il est possible de retrouver un foyer. Que même après la plus grande trahison, il est possible de faire confiance à nouveau. Que même après la plus grande douleur, il est possible de être heureux. » Ils se prirent la main au-dessus de la table, unis par un amour qui avait survécu à toutes les tempêtes. La gouvernante, observant cette scène depuis la cuisine, essuya une larme de bonheur. Cette famille, construite non par le hasard de la naissance mais par le choix conscient de l'amour, était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. Les jours continuèrent à s'écouler, paisibles et heureux. La fillette grandissait, elle s'épanouissait, rêvait d'avenir. Les cauchemars de la forêt s'espaçaient, remplacés par des rêves d'espoir. Le visage cruel de la future madratre s'effaçait de sa mémoire, ne laissant plus qu'une leçon sur la force nécessaire pour résister à la méchanceté. Les procédures d'adoption furent finalisées officiellement. Le jour où le juge prononça les mots qui faisèrent de la fillette la fille légale du milliardaire fut l'un des plus beaux de leur vie. Dans le bureau austère du tribunal, entourés de leurs proches, ils scellèrent officiellement un lien que leur cœur avait déjà reconnu depuis longtemps. La mère biologique était présente lors de cette cérémonie, souriant à travers ses larmes. Elle avait signé tous les papiers nécessaires, renonçant officiellement à ses droits parentaux, mais sachant que sa fille serait toujours présente dans sa vie d'une manière différente. Ce haine n'était pas un abandon, mais un acte d'amour ultime. Permettre à son enfant d'avoir la vie qu'elle méritait. Après la cérémonie, tout le groupe se retrouva dans la demeure du milliardaire pour une célébration intime. La gouvernante avait préparé un festin, la professeure avait apporté un cadeau symbolique et quelques amis proches étaient de joints à eux. L'atmosphère était emplie de joie, de rire, de cette sensation précieuse d'appartenance. Ce soir-là, alors que les invités étaient repartis et que la demeure retrouvait son calme, le milliardaire et sa fille montèrent ensemble sur la terrasse pour regarder les étoiles. Était devenu leur rituel, ces moments de contemplation silencieuse où ils se sentaient connectés à quelque chose de plus grand qu'eux. « Regarde toutes ces étoiles, » dit le milliardaire. « Chacune brille dans l'obscurité. Toi aussi, tu es une étoile. Tu as brillé même dans les moments les plus sombres, et maintenant, ta lumière éclaire le chemin pour d'autres. » La fillette se blottit contre lui, sentant la chaleur rassurante de sa présence. « Et toi, tu es mon phare, celui qui m'a guidé hors de la tempête. » Ils restèrent ainsi longtemps, père et fille, non par le sang mais par le cœur, regardant les étoiles et sachant que, peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils l'affronteraient ensemble. Les années passèrent comme dans un rêve éveillé. La fillette, devenue adolescente puis jeune femme, continua de grandir dans l'amour et la sécurité. La demeure du milliardaire, autrefois froide et silencieuse, était désormais remplie de vie, de rire, de musique et de conversations animées. Était devenu un véritable foyer, chaleureux et accueillant. La fondation qu'ils avaient créée ensemble prospérait au-delà de toutes leurs espérances. Des centaines d'enfants avaient été aidés, placés dans des familles aimantes, soutenus psychologiquement et éducativement. L'histoire de la fillette et du milliardaire était devenue emblématique, inspirant d'autres personnes à ouvrir leur cœur et leur maison aux enfants dans le besoin. La jeune femme blonde, maintenant âgée de 17 ans, était devenue une oratrice recherchée. Elle parlait dans des écoles, des conférences, des événements caritatifs, partageant son message d'espoir et de résilience. Sa voix, autrefois tremblante et hésitante, était maintenant claire et assurée. Elle avait transformé sa douleur en mission, son traumatisme en force motrice pour le changement.
Un jour, elle reçut une lettre qui allait changer quelque chose en elle. C était une lettre de la prison, écrite par la future madratre. Celle-ci avait passé plusieurs années derrière les barreaux et, selon la lettre, elle avait eu du temps pour réfléchir à ses actes. Elle demandait pardon. La jeune femme lut la lettre plusieurs fois, partagée entre différentes émotions. Une partie d'elle voulait simplement la jeter, refuser de répondre. Mais une autre partie, celle qui avait grandi et mûri, comprenait que le vrai pardon N était pas pour l'autre personne, mais pour soi-même. Elle en parla au milliardaire, qui l'écouta attentivement sans juger. « C'est ta décision, » dit-il avec sagesse. « Personne ne peut te dire comment tu dois te sentir. Mais souviens-toi de ceci. Le pardon ne signifie pas oublier ou excuser. Il signifie libérer ton cœur du poids de la haine. » Après plusieurs jours de réflexion, la jeune femme décida de répondre. Elle écrivit une lettre courte mais profonde. Elle y expliquait qu'elle ne pourrait jamais oublier le mal qui lui avait été fait, mais qu'elle choisissait de ne plus laisser ce mal contrôler sa vie. Elle ne pardonnait pas pour la future madratre, mais pour elle-même, pour se libérer des chaînes du passé. Elle ne demanda jamais de rencontre, ne chercha jamais à revoir cette femme. Mais le simple fait d'écrire cette lettre fut cathartique. C était sa façon de fermer définitivement ce chapitre, de tourner la page vers l'avenir. Cet avenir était brillant. La jeune femme avait terminé brillamment ses études secondaires, remportant plusieurs bourses prestigieuses pour l'université. Elle avait décidé d'étudier la psychologie et le travail social, déterminée à consacrer sa vie à aider d'autres enfants qui traversaient ce qu'elle avait vécu. Le milliardaire, maintenant dans la soixantaine, regardait sa fille avec une fierté indescriptible. Cette femme accomplie, intelligente, compassionnée, était la même petite fille tremblante qu'il avait trouvée dans la forêt il y a plus d'une décennie. Le chemin avait été long et difficile, mais chaque obstacle surmonté avait renforcé leur lien. La gouvernante, maintenant très âgée mais toujours présente, observait cette famille avec une satisfaction profonde. Elle avait été témoin de chaque étape, de chaque victoire, de chaque moment de doute. Pour elle, cette histoire était la preuve vivante que l'amour peut guérir les blessures les plus profondes. Un jour de printemps, le milliardaire proposa à sa fille une promenade. Non pas n'importe où, mais dans la forêt. La même forêt où, tant d'années auparavant, elle avait été abandonnée et où il l'avait trouvée. La jeune femme hésita d'abord, les souvenirs remontant à la surface. Mais elle comprit l'intention de son père. Ce N n'était pas pour rouvrir d'anciennes blessures, mais pour montrer combien elle avait grandi, combien elle avait changé. Ils marchèrent ensemble sous les arbres, le soleil filtrant à travers les feuilles nouvelles du printemps. La forêt N était plus menaçante, mais paisible. Les ombres N étaient de plus effrayantes, mais apaisantes. Tout avait changé, non pas parce que la forêt était différente, mais parce qu'elle était différente. Ils arrivèrent près de l'arbre où le milliardaire avait trouvé la fillette, tant d'années auparavant. Il s'arrêta et posa sa main sur le tronc rugueux. « Tu vois cet arbre ?» dit-il. « C'est là que nos chemins se sont croisés. C'est là que ma vie a pris un sens. Tu m'as donné quelque chose que tout l'argent du monde ne pourrait acheter. Une famille, un but, un amour inconditionnel. » La jeune femme sentit les larmes monter à ses yeux, mais cette fois étaient des larmes de gratitude, pas de douleur. « Papa ?» dit-elle en utilisant ce mot qu'elle employait maintenant si naturellement. « Sans toi, je ne sais pas ce que je serais devenue. Tu m'as sauvée, mais tu m'as aussi appris à me sauver moi-même. Tu m'as montré que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais de choix, d'amour et d'engagement. » Le milliardaire la serra dans ses bras, bouleversé par la maturité et la sagesse de sa fille. « Non, ma chérie, nous nous sommes sauvés mutuellement. » Ils restèrent là un moment, dans cette forêt qui avait été témoin de tant de douleurs, mais aussi du début d'une histoire magnifique. Puis ils rentrèrent à la maison, main dans la main, le passé définitivement transformé en force et en résilience. Les mois suivants furent remplis de préparatifs pour l'université. La jeune femme avait choisi une école réputée, loin de la région, mais elle savait que son cœur resterait toujours attaché à cette demeure, à ce père qui avait changé sa vie. Le milliardaire, bien qu'attristé par ce départ imminent, était fier de voir sa fille voler de ses propres ailes. Avant son départ,
Ils organisèrent une dernière grande réception, similaire à celle qui avait été le théâtre de tant de drames quelques années auparavant. Mais cette fois, Séé était une célébration pure, sans ombres au tableau. La mère biologique était présente, en bonne santé maintenant, heureuse de voir sa fille réussir. La professeure était là aussi, émue de voir son ancienne élève devenue une jeune femme remarquable. Au cours de la soirée, la jeune femme prit la parole devant l'assemblée. Il y a plusieurs années, dans cette même salle, J était une petite fille terrifiée qui a dû affronter ses pires cauchemars. Aujourd'hui, je me tiens devant vous comme une jeune femme confiante, prête à embrasser l'avenir. Elle regarda autour d'elle, ses yeux s'arrêtant sur chaque personne qui avait joué un rôle dans sa vie. Cette transformation n'aurait pas été possible sans vous tous, sans mon père. Elle sourit au milliardaire, qui a choisi de voir en moi non pas une enfant abandonnée, mais une personne digne d'amour. Sans ma mère biologique, elle hocha la tête vers la femme blonde aux yeux humides, qui a eu le courage de me laisser avoir la vie qu'elle ne pouvait pas m'offrir, sans la gouvernante, qui m'a protégée quand j'en avais le plus besoin, sans ma professeure, qui a cru en mon talent quand personne d'autre ne le voyait. Elle fit une pause, laissant ses paroles résonner. Notre histoire nous enseigne quelque chose d'important. Elle nous montre que l'amour n'a pas de frontières, que la famille se construit avec le cœur, pas seulement avec le sang. Elle nous montre qu'on peut survivre aux pires épreuves et en ressortir plus fort. Elle nous montre que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Les applaudissements éclatèrent, accompagnés de larmes émues. Était un moment de célébration, mais aussi de reconnaissance. Reconnaissance du chemin parcouru, des obstacles surmontés, de l'amour qui avait triomphé de tout. Le jour du départ pour l'université arriva trop vite. Sur le perron de la demeure, la jeune femme serra longuement le milliardaire dans ses bras. « Tu vas me manquer », murmura-t-elle. « Tu vas me manquer aussi », répondit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Mais je suis si fière de toi. Va et accomplis de grandes choses. Aide d'autres enfants comme tu as été aidé. Change le monde, une personne à la fois. » La gouvernante pleurait ouvertement, serrant la jeune femme contre son cœur généreux. « Reviens souvent nous voir, ma petite. Cette maison sera toujours ton foyer. » La jeune femme monta dans la voiture qui l'emmènerait vers son avenir. En s'éloignant, elle regarda par la fenêtre arrière, voyant le milliardaire et la gouvernante debout sur le perron, agitant la main. Elle grava cette image dans sa mémoire, un rappel de tout ce qu'elle laissait derrière elle, mais aussi de tout ce qu'elle portait en elle. Les années à l'université furent enrichissantes et transformatrices. La jeune femme excellait dans ses études, mais surtout, elle commença à mettre en pratique ce qu'elle avait appris de sa propre expérience. Elle fonda un groupe de soutien pour les étudiants adoptés ou provenant de familles d'accueil, créant un espace sûr où ils pouvaient leur partager leurs histoires sans jugement. Elle retournait régulièrement à la demeure, chaque visite renforçant le lien avec son père. Ils parlaient pendant des heures, partageant leurs expériences, leurs rêves, leurs espoirs. Le milliardaire, vieillissant mais toujours alerte, vivait à travers les accomplissements de sa fille, fier de chaque pas qu'elle faisait. Aujourd'hui, la jeune femme travaille comme psychologue spécialisée dans les traumatismes infantiles. Elle aide d'autres enfants qui ont vécu l'abandon, la maltraitance, la manipulation. Elle leur apporte ce que le milliardaire lui a apporté, de l'espoir, de l'amour, la certitude qu'ils ont de la valeur. La fondation continue de prospérer, touchant désormais des milliers de vies. L'histoire de la fillette trouvée dans la forêt et du milliardaire qui l'a sauvée est devenue légendaire, racontée comme un exemple de ce que l'amour inconditionnel peut accomplir. Cette histoire nous rappelle plusieurs vérités essentielles. Premièrement, que nous avons tous le pouvoir de changer une vie. Parfois, il suffit de tendre la main à quelqu'un dans le besoin, de choisir l'amour plutôt que l'indifférence. Deuxièmement, que la famille se construit avec le cœur, pas seulement avec le sang. L'amour véritable naît du choix, de l'engagement, de la présence constante. Troisièmement, que même après les pires traumatismes, la guérison est possible. Il faut du temps, du soutien, du courage, mais c'est possible. L'histoire nous enseigne aussi à être vigilants face à ceux qui, comme la future madratre, sont consumés par la jalousie et l'avidité.
Ces personnes existent, et elles peuvent causer d'immenses dégâts si on ne les arrête pas. Mais elles nous montrent aussi que la vérité finit toujours par triompher, que les manipulateurs finissent par être démasqués. Enfin, cette histoire célèbre le pouvoir du pardon, non pas comme une excuse pour les actes cruels, mais comme un chemin vers la liberté personnelle. La jeune femme a appris que garder de la rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne en souffre. Le vrai pardon libère celui qui pardonne. Aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un dans le besoin, pensez à cette histoire. Pensez à la différence qu'une seule personne peut faire. Pensez au milliardaire qui aurait pu simplement passer son chemin ce soir-là dans la forêt, mais qui a choisi de s'arrêter, de tendre la main, de changer une vie. Et si vous êtes vous-même quelqu'un qui traverse des moments difficiles, souvenez-vous de la fillette dans la forêt. Elle aussi pensait que tout était perdu. Elle aussi croyait que personne ne viendrait la sauver. Mais elle a tenu bon, elle a survécu. Et elle a trouvé non seulement un refuge, mais une vraie famille. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Il suffit parfois d'avoir le courage de continuer à marcher, même quand tout semble perdu. Chers amis, si cette histoire a touché votre cœur, si elle a résonné dans votre âme, nous vous invitons à la partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que l'espoir existe encore. Laissez un commentaire pour nous dire ce que cette histoire a évoqué en vous. Avez-vous déjà été cette personne qui tend la main à quelqu'un dans le besoin? Ou êtes-vous peut-être celui ou celle qui a reçu cette main tendue au moment le plus sombre? Vos histoires comptent, elles inspirent, elles créent une communauté de personnes qui croient en la bonté humaine. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui célèbrent le courage, la résilience, l'amour qui triomphe de l'adversité. Chaque histoire que nous partageons est une lumière dans l'obscurité. Un rappel que même dans un monde parfois cruel, la compassion et l'amour existent encore. Mettez un j'aime si vous croyez, comme la fillette et le milliardaire, que l'amour construit des ponts là où d'autres voient des murs. Si vous croyez que la famille se choisit autant qu'elle se naît, si vous croyez qu'un seul geste de bonté peut changer le cours d'une vie, rappelez-vous, vous avez le pouvoir de faire une différence. Peut-être pas pour le monde entier, mais certainement pour une personne. Et parfois, changer une seule vie, c'est changer le monde entier. Merci d'avoir partagé ce voyage émotionnel avec nous. Merci d'avoir ouvert votre cœur à cette histoire d'abandon, de résilience et d'amour inconditionnel. Nous espérons qu'elle vous accompagnera longtemps, vous inspirant à tendre la main, à choisir l'amour, à croire en la possibilité de nouveaux commencements. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui, nous l'espérons, touchera votre âme autant que celle-ci. N'oubliez jamais, dans la forêt la plus sombre, il y a toujours une lumière qui brille. Parfois, cette lumière, c'est vous.